Bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent. Et ici la voix de Fabrice Neumann. Bonjour à toutes et tous. Les voix de la tech, chaque vendredi, en moins de 30 minutes, c'est l'actu tech, décryptée par les voix qui la font. Et si vous en voulez davantage, la version intégrale avec les interviews en entier vous attend sur Apple Podcast. Dans quelques instants, nous allons retrouver Clément Monjou, notre première voix de la tech cette semaine. Il est le directeur général d'Amazon Alexa en France. Et oui, au moment où sort la nouvelle génération des liseuses Amazon Kindle, dont le tout premier modèle à écran couleur, avec lui on va aussi parler du futur de l'assistant vocal d'Amazon, puisqu'une toute nouvelle version est annoncée. Idem pour Siri, l'assistant vocal d'Apple. Cette fois, la version boostée par l'intelligence artificielle doit arriver au printemps, avec la version 18.4 d'iOS si tout va bien. Et s'il y a une star qui trouve le temps long, c'est bien Céline Dion. Vous allez l'entendre s'arracher les cheveux avec Siri, mais avec pas mal d'humour. Le Black Friday cette année tombe le 29 novembre, traditionnellement aux États-Unis, où il a été inventé. Ce vendredi de promotion exceptionnelle qui suit la fête de Thanksgiving donne le coup d'envoi des achats en prévision de Noël. En réalité, aux États-Unis, mais aussi en France, il a déjà commencé, Fabrice. Ouais, c'est une tendance qui se confirme. Le Black Friday a toutes les sauces et pour certains en janvier, voire toute l'année. L'événement commercial en est-il encore vraiment un ? Pour les consommateurs qui espèrent faire de vraies bonnes affaires, côté tech, pour les marques, pour les sites, dans la deuxième partie de cet épisode, Vincent Alzieux nous dira ce que le Black Friday est en train de devenir. Oui, Vincent Alzieux, cofondateur il y a 20 ans du site Les Numériques et il y a 2 ans et demi de la plateforme d'affiliation Affilize. Les Voix de la Tech, épisode 8, voilà le programme. Bonjour Clément Monjou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Amazon Alexa en France. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'Alexa forcément, on va commencer par là. Ça fait 10 ans qu'Alexa a été lancée, aux États-Unis d'abord, plus tard en France. La première enceinte connectée Amazon Echo a été lancée donc le 6 novembre 2014, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez fêté ça et comment ? Alors donc oui, en effet, Alexa a 10 ans. Donc en France, alors c'est un peu moins que 10 ans. Ça fait 6 ans qu'Alexa est disponible en France. Et donc aujourd'hui, on peut se dire qu'on est présent dans 200 millions de foyers, des familles qui tous les jours vont utiliser cette intelligence artificielle pour organiser leur quotidien, contrôler leur maison, accéder à des contenus. Pour vous donner peut-être un focus français plus récent, Alexa en France continue de croître de plus de 25% d'une année à l'autre. Donc c'est des chiffres qu'on a pu partager. On a plus de 540 millions d'interactions Smart Home l'année dernière en France. Donc c'est vraiment un produit qui est utilisé au quotidien et qui continue à trouver un public. Alors ça aussi un public qui croît. On a commencé avec un produit, une enceinte connectée sans écran à l'époque, le tout premier Echo, ce cylindre. Et ensuite on a essaimé sur d'autres produits avec des performances audio plus avancées, des produits plus orientés vers le smart home, des appareils avec des écrans. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une large gamme qui convient aussi à toutes les pièces de la maison. Et voilà, donc c'est aussi notre mission, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins, de ces cas d'usage, mais très centré sur la maison. Justement, si je vous demande un effort de définition pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'utilisent pas encore Alexa, vous diriez quoi ? Comment est-ce que vous le définiriez ? Alors Alexa, c'est une intelligence artificielle qui assiste ses utilisateurs dans leur quotidien. Alors on a annoncé l'année dernière que nous travaillons aussi sur une prochaine version d'Alexa. Une version qui sera basée sur des LLM et de la Generative AI. Donc on a aussi cette ambition à faire progresser Alexa, les rendre toujours plus conversationnelle, toujours plus simple dans son interaction. Donc voilà, donc c'est un peu la manière dont on définit Alexa. À quoi on peut s'attendre en fait avec un Alexa renouvelé à la sauce de l'IA de 2024 et 2025 ? Alors en effet, Alexa aujourd'hui, dans la version qui est disponible actuellement, fonctionne pas à base de Generative AI, quoique. En fait, depuis des années, nous utilisons énormément des LLM de plus petite taille, donc notamment à une époque qui s'appelle toujours Alexa Teacher Model. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'usage de ces large language models pour l'amélioration de notre service
a été essentiel, et ça depuis des années. J'ai eu la chance de pouvoir participer au lancement d'Alexa en France, et la vitesse d'apprentissage que nous a permis les LLM à cette époque-là pour améliorer l'expérience française, la compréhension des dialectes, la compréhension des liaisons entre des mots que font uniquement les Français dans le monde, c'est des choses qui ont été permises grâce à des systèmes à la fois de machine learning, de deep learning, mais aussi plus récemment la LLM. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? On a présenté l'année dernière pas mal de pistes. Pour nous, on pense que le cœur du changement va être sur rendre Alexa encore plus accessible, aussi rendre Alexa plus conversationnel, donc pouvoir passer d'un sujet à l'autre, lui demander une musique, puis ensuite lui demander la météo, puis demander une requête smart home ou maison connectée. Très compliqué. Aujourd'hui, on reconnaît que l'interaction sur la maison connectée va pouvoir être peut-être simple, parfois basique. C'est Alexa allume la lumière, Alexa met la température à 21 degrés. Là, je vais pouvoir lui donner une requête complexe qui rassemble plusieurs requêtes. Alexa allume la lumière, mais aussi est-ce que tu peux augmenter le chauffage dans la chambre, mais sans vraiment préciser la chambre. Elle saura peut-être, grâce au capteur embarqué dans nos produits Echo, que je suis dans cette pièce et proactivement augmentera le chauffage. Donc voilà, ça c'est les types de choses qu'on imagine et qu'on présente. On sera ravis d'en parler plus en détail prochainement. Mais voilà. Donc ça c'est un peu notre vision. C'est quand alors, prochainement? Vous connaissez très bien la maison. Vous savez qu'on n'a pas pour habitude de communiquer sur nos roadmaps ou nos projets futurs, mais on serait ravis de revenir sur ce podcast pour en parler plus en détail. C'est l'autre partie de l'actualité d'Amazon dernièrement qui a annoncé un renouvellement complet de la gamme de ses liseuses électroniques. Alors je crois déjà que c'est la première fois que la gamme a été renouvelée d'un seul coup. J'ai envie de vous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, pourquoi. Et d'autant plus que donc la gamme est composée donc de la Kindle basique, la Kindle Paperwhite qui existe depuis quelque temps, de la Kindle Scribe qui est le grand modèle avec un stylet qui permet d'écrire dessus comme avec du papier. Et puis j'ai laissé la surprise pour la fin, c'est-à-dire la Kindle Colorsoft qui est la première liseuse Kindle à encre électronique mais en couleur. Je me demandais qu'est-ce qui était passé par la tête d'Amazon de proposer une tablette grand modèle avec un stylet, donc un peu comme l'iPad, donc ça paraît un peu frontal comme concurrence. Comment vous vous sentez par rapport à l'iPad justement et vous vous placez, notamment parce que beaucoup de gens utilisent l'iPad pour lire, par exemple, les actus, ce qu'on ne peut pas faire sur un Kindle. Le Kindle, si je dois le résumer, c'est un produit qui est rapide, qui est performant. Il ne va pas se ralentir en fonction du nombre d'apps qui sont ouverts. C'est un écran qui est assez unique, c'est du fort contraste, un repos pour les yeux. C'est aussi un produit qui permet d'être consulté, on peut lire dans n'importe quelle situation grâce à son rétroéclairage. C'est une batterie qui est totalement inégalée. Je rajouterais presque une durée de vie. Et je pense que là, va bien plus loin qu'un smartphone, une tablette. Et je pense par rapport à la question sur le Kindle Scribe, c'est notre focus et notre obsession à faire des produits qui sont sans distraction. Et le Kindle Scribe a une proposition qui est assez unique. C'est à la fois une liseuse, mais aussi un calepin, un carnet de notes. Et on a voulu marier ces deux fonctionnalités et les amener à nos clients. Donc c'est en effet ce produit assez unique qui a une autonomie extraordinaire. J'aimerais bien la retrouver sur une tablette. Et qui a aussi ce confort d'écriture qu'on ne retrouve pas sur un autre produit. C'est comme du papier. Et ça, c'est ce qui nous a poussé à développer cet appareil hybride. On va rappeler techniquement que c'est un des atouts de l'encre électronique qui est qu'elle est bistable, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une page affichée à l'écran, ça reste affiché sans consommer rien du tout, puisque c'est totalement stable, sauf si on utilise un peu de rétroéclairage. Sachant que la nouvelle Kindle Scribe, c'est pour décembre, on est bien là. C'est pour décembre, c'est ça, le 5 décembre. Mais déjà en précommande. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de cette Colorsoft, cette version couleur du Kindle? Qu'est-ce que ça représente justement d'avoir ce modèle disponible désormais, et qu'est-ce que ça change? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de la couleur sur une liseuse?
Alors, c'est une très bonne question. C'est très demandé par nos clients. Ça fait des années que nous y travaillons. Trouver la bonne recette pour avoir un écran à base de papier électronique qui permette de maintenir une bonne qualité de lecture, un bon confort de lecture, à la fois sur le noir et blanc, mais aussi des belles couleurs, quelque chose d'attractif en couleur, c'est un vrai challenge. Et on est confiant aujourd'hui qu'avec le Kindle Colorsoft, qui est ce produit-là, qui va être disponible dans les prochaines semaines, donc qui a le même format que notre Kindle Paperwhite, mais la différence principale, c'est que son écran apporte de la couleur. Pour lire des contenus principalement illustrés en couleur, donc ça peut être des comics, ça peut être des mangas quand ils sont colorisés, ça peut être de la bande dessinée chez nous. Et voilà, on pense que ce produit amène des fonctionnalités attractives avec aussi un confort de lecture pour les yeux. Donc il n'y a pas de rétroéclairage comme sur une tablette, et aussi un confort dans le transport. Donc on est sur un produit qui va être compact, un produit qui va avoir une grande autonomie. Donc voilà, donc ça a vraiment été l'enjeu du développement de du Colorsoft. Je le regarde un peu béatement souvent parce que ça fait tellement d'années que nous équipes et que j'ai pu travailler sur nos prototypes et sur certaines versions de nos Kindle. Et voilà, c'est le même design que notre produit phare qui est le Kindle Paperwhite, mais on a ce supplément de confort qui est la couleur et qui permet aussi d'ouvrir à nos utilisateurs l'accès à d'autres contenus. Eh bien, merci Clément Monjou d'avoir été une de nos voix de la tech pour ce nouvel épisode. Vous avez partagé plein d'informations avec nous. Merci infiniment. Souvenez-vous, c'était le 26 juillet dernier à la fin de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et oui, depuis le premier étage de la Tour Eiffel, Céline Dion, qu'on n'avait plus vu chanter depuis 4 ans, reprenait l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, et j'en ai encore la chair de poule. Je te comprends. Depuis, le titre est devenu disponible sur les plateformes de streaming musical, et Céline s'est filmée en train de demander à Siri de s'auto-écouter sur son iPhone. Résultat, cette vidéo, virale, on en discute juste après. Hey Siri, play l'hymne à l'amour by Céline Dion. I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. No. Hello? No. Hey Siri, can you play l'hymne à l'amour by Céline Dion, please? I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. Never mind. Maybe I should speak really French from Parisian. Hey Siri, play l'hymne à l'amour by Céline Dion. Okay, here is Hear Me Lama by Celine Dion. Bon, c'est assez fort, je trouve. Est-ce que c'est une pub déguisée pour Siri? Parce qu'en fait, c'est pas du tout lui rendre service, c'est pas très glorieux. Alors, je sais pas, la première réflexion qui me vient avant de répondre à ta question, c'est que je ne pense pas que Céline Dion va gagner un Oscar avec cette performance, parce que c'est quand même un petit peu forcé. Il y a du monde autour d'elle en plus, invisiblement. Ouais, absolument. Et elle a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Bah, c'est une pub d'abord pour elle et pour ce morceau qu'on évoquait juste avant. Et je pense qu'effectivement, c'est pas vraiment une bonne pub pour Siri, parce que ça marche quand même pas terrible. On en sait quelque chose, hein. Ça nous arrive au moins à toi et moi tous les jours, de Siri qui comprend pas exactement ce qu'on veut lui dire, et c'est une litote. Ouais, mais tu connais le dicton, hein, qu'on en parle en bien ou en mal, peu importe du moment qu'on en parle. Alors, j'imagine que chez Apple, c'est ce qu'ils se disent, parce que du coup, depuis le temps qu'on dit du mal de Siri, alors ils y travaillent, ils veulent l'améliorer un peu, c'est une des promesses d'Apple Intelligence, c'est très bien, pourvu qu'ils y arrivent, mais franchement, pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Bon, plus sérieusement, c'est l'occasion pour nous de mettre un petit coup de projecteur sur l'évolution de Siri qu'Apple a annoncée. Peut-être qu'on va commencer par revoir un extrait de la démo en avant-première qu'Apple avait présentée, justement pour nous donner envie de découvrir le Siri qui est
programmée pour le printemps prochain. When you talk to Siri, you'll notice it's more deeply integrated into the system experience with this elegant glowing light that wraps around the edge of your screen. And you can speak to Siri more naturally, thanks to richer language understanding capabilities. Even if I stumble over my words, Siri understands what I'm getting at. What does the weather look like for tomorrow at Muir Beach? Oh wait, I meant Muir Woods. The forecast is calling for clear skies in the morning near Muir Woods National Monument. Sometimes it takes me a beat to figure out what I actually want to ask Siri, and now it follows right along. Bon, voilà, on voit bien qu'ils ont fait quelques progrès. Dans la démo qu'on vient de voir, elle est capable de demander donc une commande à Siri, de s'y reprendre, parce qu'elle dit un mot pour un autre, et donc elle ne coupe pas sa phrase et puis elle continue la demande, ça fonctionne. Ça marche aujourd'hui en anglais. Ce qu'on a vu sur les images, pour ceux qui ont regardé l'image, il y a un tour en couleur tout autour de l'écran, et ça on l'a même en français. En tout cas, moi j'utilise Siri en anglais, donc on peut déjà faire ça aussi, par exemple pour lancer un minuteur, en disant lance un minuteur de 3 minutes, ah non pardon 5, ah non en fait 10, ah non finalement 3, donc ça va marcher. On peut se reprendre comme ça. Mais après, il y a des choses qui sont dans la démo. Après, j'invite les gens à les re-regarder, qui sont des promesses qui ne sont pas encore réalisées. Par exemple, il y a une démo dans ça où celle qui fait la démo dit à Siri, donc elle ouvre une photo, puis elle lui dit make this photo pop, donc rends cette photo plus jolie. J'ai essayé ça et ça m'a fait une capture d'écran. Voilà. Donc c'est pas bien efficace. On va dire que c'est pas encore sec. Voilà. Il y a des vraies promesses. Voilà. On va espérer que sur la fin de la démo, je pense que t'as noté, il y a à la fin de la démo de la keynote, donc de la WWDC, il y a des choses qui sont très très prometteuses. Ouais, bon, ça c'était en juin, donc il y a déjà presque 6 mois. La version 18.1 d'iOS est sortie, donc avec Apple Intelligence dispo en anglais américain. Peut-être qu'on pourrait offrir une mise à jour à Céline Dion. Je pense qu'elle doit avoir suffisamment de connaissances pour l'obtenir un peu plus rapidement que la moyenne, j'espère pour elle. Bonjour Vincent Alzieux. Bonjour Benjamin, bonjour Fabrice. Bonjour Vincent. Cofondateur des Numériques à 20 ans, cofondateur il y a 2 ans et demi d'Affiliz, directeur général aussi de cette plateforme d'affiliation. Tu vas nous raconter Vincent. Alors le sujet du jour, Vincent, c'est donc le Black Friday qui aura lieu cette année le 29 novembre. Au départ, le Black Friday, c'est un jour, mais j'ai de plus en plus l'impression que pour certains, c'est une semaine, un mois, voire dans de rares cas toute l'année. Oh, pas exactement, mais un mois, c'est vrai que c'est de plus en plus juste. Alors, en France, c'est arrivé en 2010, et c'est vrai que à ce lancement-là, c'était juste une seule journée qui était assez véhémente sur les offres. Et au fur et à mesure du temps, on est assez rapidement basculé vers la Cyber Week, qui était en fait une semaine complète. Mais pour autant, toute la semaine est une vraie période de promotion, et c'est vrai que on a régulièrement la semaine avant, la semaine complète. La semaine complète de la Cyber Week, ce sont des vraies promotions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand le Black Friday se termine, il est coutume de se demander est-ce que c'était vraiment des promotions, il y a des promotions toute l'année, est-ce qu'on ne nous arnaque pas? Et la réponse, vraiment, parce que maintenant on traque les prix, on peut suivre les courbes de prix, c'est vraiment les prix les plus bas de l'année tout le temps. C'est vraiment la période où les prix sont les plus agressifs et où indirectement, derrière l'acte d'achat compulsif de produits, c'est le moment où des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un appareil onéreux à d'autres moments peuvent se l'offrir et donc peuvent justifier d'attendre ce moment-là pour le déclencher. Donc c'est moins des achats compulsifs que le bon moment pour l'acheter pour beaucoup. Mais alors du coup, on parle de bon moment, mais c'était le bon moment quand c'était une seule journée. Mais là, c'est plusieurs jours, une semaine. Et puis après le Black Friday, il y a le Cyber Monday. Alors, quand on est à la recherche d'une bonne affaire, il faut attendre le vendredi. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'au lundi suivant? Comment on fait pour décider? Alors, c'est même encore plus complexe que ça, parce que depuis 2-3 ans maintenant, le Black Friday devient un mois, en fait, qui a démarré déjà aux alentours du 4 novembre. Dans la plupart des enseignes, Cdiscount, Fnac, Boulanger, But, Castorama, ça a commencé le 4 novembre. Et ce qui était intriguant, c'est on s'est posé la question de est-ce que les prix sont vraiment déjà plus bas en ce début novembre? Et la réponse étonnamment était oui.
Donc là, il y a même une forme d'inquiétude chez moi avec est-ce qu'ils vont encore réussir à baisser au moment du Black Friday? Et j'avoue être sceptique parce que sur la plupart des références qu'on a vérifiées, c'est déjà les prix les plus bas. Mais finalement, on est déjà assez éloigné de l'esprit du Black Friday. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait cette journée choc au terme de laquelle, à minuit, c'est terminé. Alors, oui, ça reste une période choc. C'est-à-dire que quand on regarde l'impact sur les ventes dans les boutiques, il est absolument considérable. Et c'est effectivement le plus grand choc de l'année. Ça dépasse complètement en puissance ce qui se pratique au moment des soldes d'été, d'hiver et toutes les autres périodes de promotion. Donc quand bien même c'est un petit peu plus étalé dans le temps, le jour du Black Friday, parce qu'il y a beaucoup de communication autour, qu'il y a de l'affichage, qu'il y a de la publicité, qu'il y a de la communication dans les médias, du coup ça suscite quand même un intérêt grandissant. Et il y a cet effet qui est marqué. Quand on parle de remise, de promotion, c'est quoi la référence? Parce que pas mal de confrères ces dernières années ont fait des rapprochements entre les remises affichées, moins 50, moins 60, etc. Et les prix de référence de ces remises, qui sont souvent les prix catalogues, qui sont jamais des prix pratiqués dans le reste de l'année. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à ces pourcentages de réduction? Alors, le pourcentage affiché, jamais. Alors, pour le coup, on va être très clair, parce que c'est même encore pire que ce que tu viens de décrire, puisque ce qu'on voit quand tu regardes la courbe d'évolution d'un prix, il est assez courant de voir, tu vas avoir le même produit, on va prendre une brosse à dents électronique, par exemple, son prix normal sera à 39 €, mais 3 semaines avant, ils vont te la vendre à 129, de manière à pouvoir justifier un moins 80%, quand bien même, en fait, le prix n'a été pratiqué qu'une journée, ça leur permet de légalement justifier que, oui, le produit est à 129 €, et donc maintenant, en période de solde, ils sont à moins 80, alors qu'ils sont passés de 39 à 38 € par exemple. Donc, ça, mais c'est fréquent, ça, ou c'est des cas rares? C'est hyper fréquent. Non, c'est hyper fréquent. Donc, du coup, c'est pas le prix, la remise affichée à laquelle il faut faire confiance, et c'est bien pour ça qu'il vaut mieux préparer, en fait. Quand tu prépares et tu sais ce que tu veux acheter, tu vas connaître tes prix de référence et tu te feras pas nécessairement avoir par cette remise. On a besoin d'un produit, c'est le meilleur moment de l'année, en effet, pour l'acheter. Et le faire à un peu moins d'un mois de Noël, c'est un bon moment. J'ai l'impression de t'entendre dire que c'est vraiment un moment intelligent pour faire ses achats. Se préparer à ce moment-là, c'est presque même un moment pour acheter mieux, si ce n'est moins. Oui, et je trouve que c'est très intéressant comme considération, parce qu'on pourrait considérer que justement, tu l'as déjà évoqué, mais c'est moins cher, donc on va acheter plein de trucs parce que c'est moins cher. Bah, c'est complètement ça, et c'est même mieux parce que ça va être le moment où, parce qu'on va s'offrir un produit qui d'habitude est beaucoup plus cher qu'à cette période-là, on va avoir un produit qui sera aussi plus durable dans le temps. C'est un peu caricatural de se dire c'est plus cher, donc ça durera plus, mais c'est vrai à 90% des cas quand même. En fait, il faut en profiter pour acheter un produit meilleur, plus durable que ce qu'on aurait fait en temps normal. Raconte-nous, Aphilis, Vincent, qu'est-ce que vous faites concrètement et quelles sont les demandes de vos clients dans cette période particulière? Au départ, moi j'avais créé un site qui s'appelle Les Numériques, qui était exactement dans ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire que le but de Les Numériques, c'était pas de faire acheter plein de choses aux gens, mais en fait j'avais été agacé de voir des tas de personnes autour de moi acheter n'importe quoi, et finalement ça finissait dans un tiroir. Et donc le mieux, c'était de commencer à donner des conseils plus judicieux, plus adaptés à chacun, et ça a vécu avec le système de l'affiliation, c'est-à-dire que la prescription de produits permettait aux médias de se rémunérer. C'était assez avant l'heure, puisqu'on s'est lancé en 2004 sur ce modèle. Depuis, ça s'est largement démocratisé. La presse généraliste y va de ses propres guides d'achat, de ses bons plans. Il y a tout un public, grand public, qui est adepte de cette lecture-là. On va en trouver dans Ouest France, dans 20 minutes, dans Le Figaro, partout. Donc, ça, c'est bien que ce soit démocratisé, mais il manquait des outils un peu pro pour suivre ces évolutions de prix et pour les relayer correctement. Afficher le juste prix tel qu'il est pratiqué en boutique, quasiment personne ne le fait. La plupart écrivent le prix en dur, si bien que quand on se rend dans la boutique, il y a une sorte de déception parce que, notamment avec la hausse du coût de la vie, là on est dans une période on parle que de promotion, mais en réalité, il y a aussi des augmentations de prix sur les produits. Il y a une inflation et on la constate. Donc du coup, il y avait beaucoup de clips de frustration, déceptifs.
Donc c'était la mise à disposition pour tous les médias, pour tous les créateurs de contenu, les influenceurs, d'une techno qui leur permet très facilement de relayer des offres. Concrètement, Vincent, l'IA, chez Affilize, vous allez vous en servir là dès les jours qui viennent ? Ah, complètement. En fait, l'IA, on l'utilise déjà au quotidien, c'est-à-dire que vous avez plusieurs sites web qui sont entièrement gérés par IA pour ce qui est de l'affiliation. Typiquement, je vais prendre ZDNet France. Aujourd'hui, dès que tu vois un tableau de prix dedans, en fait, c'est un widget qui a appelé notre IA. Notre IA a analysé le contenu de ZDNet, a compris ce dont il était question et intègre automatiquement le produit. Sur les numériques également, quand il teste l'iPhone 16, il publie aujourd'hui un carrousel des accessoires les plus couramment vendus avec l'iPhone 16. Cette sélection des produits qui sont véritablement les plus achetés en ce moment et les plus utiles pour un iPhone 16, c'est l'IA qui détermine cette liste et qui la publie. Et pour le Black Friday, ce qu'on introduit là au service des créateurs de contenu, c'est au sein d'Affilize, c'est un espace qu'on appelle Deal qui suit l'évolution des prix de à peu près 400 millions d'offres parce qu'on est multilingue et qu'un produit peut avoir des offres sur plusieurs boutiques. Donc les utilisateurs ont une interface qui leur permet de voir les baisses de prix, de voir la courbe des prix complète et jusqu'à présent, ça leur permettait simplement en un clic de créer tous les widgets nécessaires, le tableau de prix pour enrichir un article. À compter de ce mois-ci, il y a une nouveauté qu'on a introduite, c'est la rédaction complètement IA, où en fait notre IA se pose la question de quel est le média qui pose la question de rédiger cet article-là. Donc je vais prendre l'exemple de Marmiton par exemple. Marmiton va nous demander un article sur un four. Quel est le degré d'expertise des lecteurs de Marmiton sur un four ? Il est assez élevé. Du coup, on va adapter le discours dans l'article à la fois au lectorat de Marmiton, à son degré technique de ce papier-là et en général, aux usages qu'ils vont en faire. On connaît les usages sur Marmiton, c'est toujours dans le cadre de recettes. Et donc l'article va être rédigé avec à la fois un contenu adapté, mais surtout les widgets les plus adaptés également, de manière à ce que ça soit pratique. C'est-à-dire qu'on le sait, quand il y a une baisse de prix, il faut qu'elle soit évoquée dans le titre. Il faut que dans le chapeau, tu aies le bon lien vers le ou les bons shops. Tout ça, c'est un travail, tu vois. Quand on disait les humains vont pas apprécier qu'une IA commence à faire ce travail, en fait, les humains détestent faire du travail bête de je cite le prix, je mets le lien au bon endroit, est-ce que le prix il est dynamique, est-ce que le prix il a changé, je dois le mettre à jour. L'IA, elle gère tout ça. Et ça soulage en réalité. Et la suite, ça va être le guide d'achat, entièrement également automatisé, mais le but, c'est moins de le faire rédiger par IA que de faire quelque chose qu'un humain ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'un guide d'achat, le problème, c'est que je fais une sélection des 5 meilleurs aspirateurs robots, par exemple. Ça se démode à toute vitesse. On le publie le lundi. Le mardi, déjà, il faudrait se poser la question de est-ce qu'il y a des évolutions de prix ? Et la réalité, c'est qu'il faudrait qu'un guide d'achat soit revu tous les jours. Un humain ne peut pas faire ce travail, une IA le peut. Donc ça, c'est ce qu'on introduit maintenant, c'est que l'IA détermine les paliers de prix et s'interroge quotidiennement sur est-ce que le produit est disponible ? Est-ce que c'est bien celui qui est le mieux positionné à ce prix-là, pour ses usages, et s'il y a besoin, le guide d'achat est complètement recalculé et repensé. Et pour moi, c'est surtout une plus grande fiabilité des informations. C'est une vraie révolution, hein. C'est un changement assez radical. C'est une innovation qui avait été introduite à l'époque sur les numériques, mais c'était largement avant ChatGPT, c'était avec des outils qui ne sont pas ceux dont on dispose aujourd'hui. Donc c'était beaucoup plus sommaire, c'était plus réduit, mais déjà sur les numériques, on avait automatisé une grande partie des contenus. Et maintenant, c'est proposer cette solution algorithmique à tout le marché, sur tous les types de produits. Et on a des outils pour ça. Donc oui, c'est un changement majeur et c'est hyper excitant. En fait, ce qui est chouette, c'est sur les numériques, on a eu le sentiment d'inventer quelque chose. On est arrivé, c'était les débuts encore de l'Internet, à une époque où Internet était réservé aux ingénieurs en 2004. Et on a participé au fait que le grand public puisse disposer de contenu adapté. Maintenant, j'ai le sentiment qu'on a encore la place pour inventer des tas de choses, des algorithmes, des usages, de la fiabilité au service de tous. Et ça, c'est très excitant en effet. Merci Vincent Alzieux d'avoir été une de nos voix de la tech cette semaine. Grand plaisir de te revoir Vincent, on se connaît depuis un moment. Et à bientôt. À bientôt, bonne journée. Merci Vincent Alzieux, à bientôt. Merci Fabrice, merci Benjamin. Les voix de la tech, c'était l'épisode 8. On vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain, nous serons le 22 novembre pour l'épisode 9. D'ici là, suivez les voix de la tech sur X, LinkedIn, Facebook, Insta et YouTube. Et partagez nos publications sur les réseaux, vous aiderez ainsi le podcast à se faire connaître.
Pour vous abonner, tous les liens sont à retrouver sur le site lesvoixdelatech.com. Lien notamment vers la version intégrale sur Apple Podcast. Même concept, même sommaire, même voix, mais avec des interviews en totalité. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Ciao à tutti.